Bonjour et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui porté sur les fondamentaux de l'ingénierie sociale. Pour nos nouveaux auditeurs qui ne nous connaissent pas encore, SSL 24/7 est une équipe de consultants dédiée à assurer la continuité et l'intégrité de votre business en ligne. Fiers de notre expérience de 14 ans et de notre présence sur 18 marchés dans le monde, nous avons développé une gamme de produits et de services autour du slogan Online Business Continuity. Nos experts certifiés offrent des services variés, les tests d'intrusion externe, interne et sur des applications, la prestation de réponse suite à des incidents d'intrusion, la simulation Red Team, les solutions de sécurité des objets connectés, l'évaluation de vulnérabilité avec Qualys et bien sûr le test d'ingénierie sociale. Le test d'ingénierie sociale s'appuie sur la récupération d'informations depuis des sources publiques, sur des appels téléphoniques ciblés, des scénarios de spear phishing et des tentatives d'intrusion physique. Je laisse Loïc vous expliquer tous ces détails. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les écrire et à les envoyer dans l'interface du webinaire. Ainsi, nous allons y répondre à la fin du webinaire. Je laisse donc la parole à Loïc Castel, responsable de l'équipe dédiée au test d'intrusion. Merci Ken. Bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire. Le but de ce webinaire qui va durer une vingtaine de minutes est de vous présenter les fondamentaux de l'ingénierie sociale. Donc tout d'abord définir de quoi on parle, qu'est-ce que l'ingénierie sociale historiquement très rapidement et aujourd'hui, donc dans le monde actuel en 2018. Quelques faits et chiffres pour vous montrer l'impact que peut avoir l'ingénierie sociale sur nos entreprises et sur les particuliers, l'impact sur le monde actuel en fait. Ensuite, donc l'ingénierie sociale se décline en plusieurs scénarios possibles. Chacun de ces scénarios, en tout cas les plus populaires, vont vous être expliqués, ainsi que les conséquences liées à chacun de ces scénarios et les risques. Et bien évidemment, le but aussi de ce webinaire, c'est de vous donner quelques pistes pour commencer à lutter contre cette menace et réagir à l'ingénierie sociale. Donc, tout d'abord, commençons par définir ce qu'est l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est le fait de manipuler une ou plusieurs personnes dans le but de leur soutirer de l'information ou de leur faire exécuter des actions à leur insu. Donc, ceci peut être bien évidemment réalisé par téléphone, physiquement, ou par email, par les réseaux sociaux. Voilà. Donc, l'ingénierie sociale, ça c'est la définition de manière générale. Ça a été popularisé, c'est un domaine qui a été popularisé par Kevin Mitnick dans les années 90. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle The Art of Deception, donc c'est l'art de la supercherie en français, qui est maintenant qui est la référence en la matière. Et donc, ce qu'on ne sait pas toujours sur Kevin Mitnick, Kevin Mitnick, c'est un pirate qui a été un des pionniers dans son domaine et qui a piraté des sociétés avec Motorola, NEC ou Pacific Bell. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'en plus de ses qualités techniques, c'était aussi un excellent ingénieur social. Et c'était une partie importante de ses piratages. Donc notamment, je vais vous donner un petit exemple, la société NEC, une société japonaise qui fabrique beaucoup de choses, y compris des téléphones. Kevin Mitnick a été capable de récupérer, parce que ça l'intéressait, parce que pour le challenge intellectuel, donc c'était bien évidemment un crime et il est allé en prison pour ça. Mais il explique, et c'est d'ailleurs très intéressant, la manière avec laquelle il a récupéré le code source d'un nouveau téléphone qui allait sortir. Et ça, il l'a fait exclusivement à partir de coups de téléphone. Donc, tout d'abord, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appris la terminologie utilisée chez les employés de NEC, donc les acteurs principaux, quel type les noms des projets, etc. Tout ce qui permet de faire passer pour un insider. Il a collecté le maximum d'informations et il a appelé l'entité au Japon leur demandant de lui passer le code source par un accès FTP. Donc, les Japonais méfiants se sont dit non, on peut pas le faire, on peut le faire qu'à quelqu'un qui fait partie de la société NEC. Donc, Kevin Mitnick appelle la partie américaine de la société NEC, qui était d'ailleurs responsable de l'automobile, donc rien à voir avec la téléphonie, leur demande d'ouvrir un accès FTP, récupère les crédits de choses,
et ensuite rappelle les Japonais en leur disant bah, maintenant vous pouvez m'envoyer le code source, j'ai un accès interne sur la partie États-Unis. Les Japonais, c'est un accès interne, ils acceptent, ils renvoient le code source et Kevin Mitnick, juste à partir de quelques coups de téléphone, alors là je simplifie hein, bien sûr, mais je pense que ça s'est fait en plusieurs jours et avec un scénario un peu plus élaboré, mais dans l'ensemble c'était ça. Il a réussi à récupérer le code source du téléphone avec quand même une information assez sensible. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est vraiment les bases de l'ingénierie sociale. Utiliser la terminologie employée en entreprise, trouver des bonnes informations, les bons acteurs, usurper la bonne personne pour pouvoir pour pouvoir réussir son ingénierie sociale, et se baser aussi sur la bonne volonté de ses victimes. Donc, dans tous les cas d'ingénierie sociale, l'attaquant va prétexter un problème. Il lui arrive, il a perdu son carnet d'adresse, donc il a besoin d'y avoir les contacts de telle ou telle personne. Il a cassé son laptop et du coup il a plus son identifiant pour se connecter au VPN. Voilà, tout un tas de prétextes qui vont faire appel à la bonne volonté des utilisateurs, qui vont vouloir aider le pauvre attaquant qui s'est fait qui prétexte avoir un problème. Et c'est vraiment la base de l'ingénierie sociale. Donc et l'ingénierie sociale, ce qui est intéressant, et d'ailleurs maintenant si on retourne à 2018, c'est maintenant un domaine bien évidemment populaire et activement exploité. Ceux qui participent à ce webinaire, d'ailleurs, je pense que le commun des mortels qui ne s'intéressent même pas à la sécurité des systèmes d'information sont au courant de l'ingénierie sociale. C'est quelque chose qui est rabâché dans les médias, qui devrait d'ailleurs être plus, hein, parce que c'est aussi un moyen, mais là, je spoil un petit peu la fin de la présentation, mais c'est aussi un moyen de lutter, hein, c'est être conscient de cette menace. Et donc, d'autant plus qu'en 2018, maintenant, donc le niveau de sécurité a augmenté entre les années 2000, même 90 où était Kevin Mitnick, et maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de faire une intrusion, notamment dans des entreprises, des grosses entreprises, des moyennes entreprises et des environnements sensibles, donc il avait quand même Kevin Mitnick, il était quand même rentré dans des grosses sociétés, voire chez des sociétés gouvernementales. Donc, voilà, il faut se lever tôt aujourd'hui pour y arriver juste par des moyens informatiques. Et donc, un attaquant va généralement trouver plus simple d'utiliser l'ingénierie sociale qui, globalement, grosso modo, garde le même niveau de complexité à travers les années que rentrer simplement par l'intrusion informatique, chose qui s'est complexifiée avec différents mécanismes de sécurité, le niveau de maturité qui augmente, les process de sécurité, etc. Voilà. Et donc, maintenant, quelques chiffres pour vous montrer l'impact de l'ingénierie sociale sur le monde d'aujourd'hui. Donc, en termes d'argent, j'ai une statistique assez intéressante, c'est $1,5 milliard de pertes juste dû au phishing, juste aux États-Unis. Donc, dans le monde, je pense qu'on peut multiplier par 10 ce chiffre-là, ce qui nous fait déjà arriver à 5 milliards de dollars, ce qui est déjà une somme importante, pour une partie de l'ingénierie sociale qui est le phishing, qui est une sous-partie de l'ingénierie sociale. Donc, toute l'ingénierie sociale, on peut imaginer qu'on est dans les alentours en extrapolant un petit peu, de 50 milliards de dollars de pertes. Donc, ce qui est énorme et ce qui est qui doit correspondre à une grosse partie de l'argent perdu pour les entreprises et pour les organismes publics à travers la cybercriminalité. Au niveau du phishing, 300 milliards d'emails sont trouvés chaque jour, 90% sont des spams, comprenant aussi des tentatives de phishing. 40 millions de personnes ont signalé des attaques de phishing en 2014. En 2018, on doit être plus proche des 100 millions de personnes, sachant qu'on parle des tentatives qui ont été signalées. Donc, la partie émergée de l'iceberg, bien sûr, on multiplie par 10, voire par 100 le nombre de vraies tentatives qui n'ont pas été signalées. Et la grande majorité des entreprises avouent les sondés disent avoir eu un impact dû à l'ingénierie sociale.
Au niveau ingénierie sociale, plus visant la partie personnelle, parce que bien évidemment, les attaquants ne cherchent pas uniquement à viser des entreprises, ils visent aussi les particuliers. L'utilisation de fausses factures est la méthode préférée. Et l'identifiant le plus recherché, entre guillemets, ça reste des statistiques, c'est les identifiants Apple, donc pour notamment se connecter à iCloud. Voilà. Donc, dans la société d'aujourd'hui, on a essayé de récapituler quels sont les moyens, quelles sont les manifestations d'ingénierie sociale dans des sous-catégories. Donc, la première, c'est la recherche d'informations publiques. Donc, l'information que vous protégez en tant que garant de la sécurité des systèmes d'information, qui est probablement votre mission ou une partie de votre mission si vous travaillez dans l'informatique, est peut-être déjà online. Elle est peut-être déjà sur Internet à disposition de gens parce qu'elle vous aura été volée ou parce qu'un employé de votre société l'aura par mégarde, sans savoir, mis sur Internet. Donc, de nombreux individus, et nous y compris, l'information qui est sur Internet, collecte en permanence tout un tas de choses à partir de moteurs de recherche, à partir du dark web, à partir d'outils techniques. Et qu'est-ce qu'ils collectent? Ils collectent des fuites d'informations. Donc dès qu'il y a des grosses fuites de données, typiquement des millions de comptes user mot de passe volés sur LinkedIn, Adobe, etc. Tout ça, c'est des data leaks qui sont réutilisés bien évidemment par les attaquants. Donc des mots de passe, des clés d'API, du code source, voilà, tout un tas d'informations qui peuvent aider dans des attaques par la suite. Et aussi identifier des surfaces d'attaque supplémentaires lorsqu'on essaie de cibler une compagnie. Donc, pourquoi les recherches d'informations? Simplement pour améliorer les scénarios suivants d'ingénierie sociale ou améliorer les attaques informatiques à suivre, ou obtenir directement un accès en cas de mot de passe trouvé, qui permettrait par exemple de rentrer via un VPN sur le réseau. Voilà. Sachant que ça c'est valable pour tous ces scénarios d'ingénierie sociale. Chaque information récupérée dans un scénario social d'ingénierie sociale peut être récupérée et réutilisée dans un autre. Donc, tout peut se lier pour améliorer en fait l'efficacité de chacun de ces scénarios. La manipulation téléphonique, donc phone phishing ou phishing, le but c'est de récupérer des informations en appelant différents interlocuteurs ou de faire effectuer des actions à l'insu de sa victime par téléphone en utilisant différents leviers. Donc par exemple l'autorité, se faire passer pour quelqu'un qui est plus haut dans la hiérarchie et en disant un ton un peu dur. Le secret, donc mettre la personne dans la confidence, lui faire croire qu'elle est la seule à savoir, à être dans le secret pour déjà ne pas avertir les autres et aussi pour renforcer ce lien d'autorité aussi également. La valorisation de l'employé, on compte sur toi, tu es un élément clé, etc., qui va le mettre en confiance et qui va lui donner envie d'aider. Et la pression, c'est un projet ultra important, tout repose sur vos épaules, etc. Voilà. L'exemple le plus connu de la téléphonie, la manipulation téléphonique, c'est l'arnaque au président. Vous en avez déjà entendu parler. Ça appelle aux émotions de la victime, notamment la peur. Le but étant de se faire passer pour quelqu'un haut dans la hiérarchie, généralement le président, le CEO, et pour demander à un comptable généralement d'effectuer un transfert sur un autre compte, puis après, avec l'attaquant s'évapore dans la nature avec l'argent. La manipulation par email, le phishing, plus besoin de présenter le phishing, vous êtes probablement au courant de ce que c'est. Nous, on arrive à en décliner deux manifestations principales. Le premier, c'est le waterholing, donc le point d'eau, la création d'un point d'eau. Donc, généralement, c'est la création d'un site web qui sera en tout point identique à celui utilisé par la majorité des employés chaque jour. Prenons l'exemple d'un OWA, un Outlook Web Access, un webmail classique qui va être utilisé par les employés, ou une application de gestion des temps, ou une application RH donc sur Internet. L'attaquant va répliquer exactement le même site, même avec un vrai certificat SSL. Il y aura juste une différence sur le nom de domaine, sauf s'il a réussi d'une manière ou d'une autre à usurper le nom de domaine de la société.
Et le but, ce sera d'envoyer un mail à tout un tas d'utilisateurs ou à un certain choix, un certain nombre d'utilisateurs choisis, qui contient un lien qui leur demande de se connecter à ce faux site. Bien évidemment, eux pensent que c'est le vrai site, rentrent leur identifiant en mot de passe et se permettent de s'y connecter. Donc, sachant que l'identifiant en mot de passe, ça peut souvent être des identifiants sur l'Active Directory. Donc, ça peut permettre directement un point d'entrée sur le réseau interne en cas de VPN accessible par l'authentification Active Directory. Un autre cas, notre manifestation du phishing par email, le spear phishing, donc l'envoi de pièces jointes malveillantes ou l'envoi de liens vers un exécutable. Souvent, ce sera une macro Office, du Java ou un exécutable directement. Le but étant de créer un point d'entrée, un pivot sur le réseau interne. Donc la manipulation sur les réseaux sociaux, c'est globalement le même principe que la manipulation par email, avec le petit ajout que les réseaux sociaux, c'est quand même des environnements qui sont où les utilisateurs baissent totalement leur garde. Ils se sentent en confiance, ils sont dans un environnement restreint en termes de contact et vont plus facilement donner de l'information dans ce contexte-là. Et enfin, la manipulation directe, l'intrusion physique dans les locaux. Voilà, l'intrusion physique, le but c'est de trouver des vulnérabilités dans le bâtiment, donc des défauts au niveau de la sécurité physique, ou dans les personnes qui pourraient laisser entrer un individu malveillant. Par exemple, le réceptionniste, personnes qui font une pause clope et qui laisse rentrer un individu. Et là, toujours pareil, l'ingénieur social ou l'individu malveillant va jouer sur toujours la même corde sensible des employés. Malheureusement, il a oublié son badge ce matin, il n'arrive pas à rentrer. Est-ce que vous pouvez me laisser passer derrière sur le tourniquet? Voilà, ce genre de prétexte. Quels sont les risques associés à chacun de ces scénarios? Donc, l'information publique, généralement, les risques associés sera de trouver des mots de passe, trouver des informations qui vont aider d'autres intrusions informatiques, donc typiquement des noms de projets, des noms de personnes, voilà principalement. Le phishing par téléphone, souvent ce seront des mots de passe, des informations confidentielles qui vont être récupérées. Même si on peut effectuer des manipulations, ce sera quand même assez rare, aussi des transferts d'argent. Le phishing par email, donc là il y a deux principaux risques: la récupération d'informations confidentielles et la création d'un point d'entrée sur le réseau interne de la société. Ou risque additionnel, l'envoi de ransomware. Donc si la pièce jointe n'est pas en fait un exécutable qui va donner contrôle à un attaquant, mais simplement un ransomware qui va se disséminer sur le réseau interne, ce sera le point d'entrée. Et pour WannaCry et notre PTI, il y a pas mal de vecteurs d'infection, mais le phishing via spear phishing en était un. Et l'intrusion physique, quelqu'un qui arrive à rentrer dans les locaux, peut faire plusieurs choses: voler des documents, se connecter sur des postes informatiques, et il peut aussi rentrer dans le data center et voilà, accéder physiquement aux serveurs qui contiennent des données importantes. Quelques retours d'expérience. Donc nous, chez SSL 24/7, on est capable de simuler chacun de ces scénarios. Et au cours de ces simulations, on s'est rendu compte de choses qui peuvent être intéressantes. Notamment sur le phishing, on a un taux de réussite qui est assez important, assez impressionnant. Nous, on est toujours impressionnés quand on fait ce genre d'exercice par sa réussite. Alors souvent, on parle pour une société qui le fait pour la première fois. On va voir d'ailleurs comment répondre à ce type de menace, que lorsqu'on fait des simulations et qu'on passe une deuxième, une troisième fois, que les employés ont déjà été victimes de la simulation, en fait le taux de réussite il est beaucoup plus faible. Donc c'est bien, ça montre une amélioration. Mais pour la première fois, on a une moyenne de 75% de taux de réussite donc en comptant seulement les personnes qui ont ouvert le mail, qui ont regardé leur mail. Voilà, quelqu'un qui a ouvert son mail, on a des statistiques sur les personnes qui ont ouvert le mail, qui ont cliqué sur le lien, qui sont connectées au site web, au faux site web, et qui ont rentré leur mot de passe, leur user mot de passe. Et sur chaque personne qui ouvre le mail, 3 sur 4 se font avoir. L'intrusion physique, donc une intrusion sur 2 est réussie. Donc voilà, ça nous est jamais arrivé d'avoir utilisé de scénarios extrêmement compliqués pour pouvoir rentrer. Donc
Ça arrive souvent de se faire détecter, donc ça c'est une bonne chose pour l'entreprise qui est capable du coup de pouvoir réagir en cas d'intrusion. Par contre, ça n'est jamais arrivé de ne pas réussir à rentrer via une intrusion physique. Et globalement, le retour d'expérience apporté ici, c'est que l'approche directe est souvent la plus fonctionnelle. Donc c'est-à-dire que faut pas chercher à faire des choses très compliquées. L'approche la plus simple est souvent la plus efficace. La phase de repérage très importante, donc utiliser tout ce qu'il y a sur Internet, Google Maps, LinkedIn, etc. Pour trouver un prétexte, un faux entretien par exemple, ça marche très bien. Et aussi rester à proximité des locaux et regarder les va-et-vient, faire un petit repérage autour des bâtiments pour voir quels sont les points d'entrée qui seraient le plus vulnérables. Voilà. Sachant qu'il est aussi possible, et on le fait souvent, de lier les différents scénarios d'ingénierie sociale. Donc, par exemple, via la simple information, obtenir des contacts, via le phishing téléphonique, pouvoir prévoir un rendez-vous, et ensuite l'intrusion physique, utiliser ce rendez-vous comme prétexte pour rentrer. Et l'information données personnelles, bon, on trouve plein de choses, notamment les mots de passe dans les bases de données. On a notre propre base qu'on alimente chaque jour à partir des data leaks qui sortent sur Internet. Ça, on utilise beaucoup en test interne pour pouvoir avoir des comptes déjà valides. Un petit exemple intéressant que j'ai déjà eu et qui était assez impressionnant, lors d'une de cette phase, tout début de prestation d'ingénierie sociale, on s'est rendu compte qu'il y avait des données de notre client sur Passbin, sur un site équivalent à Passbin, avec des journaux d'un serveur. On va regarder un peu ces journaux. On voit qu'il y a des données qui sont un peu encodées dans un format qu'on connaît, qu'on a réussi facilement à reverser. Et là, on se rend compte que c'est un user mot de passe d'un compte critique qui s'est trouvé en fait être l'administrateur de domaine. On a réussi à l'utiliser pour se connecter au VPN et ensuite on était administrateur de domaine justement extrêmement rapidement, juste à partir de cette première phase. Comme quoi, la dissémination d'informations confidentielles sur Internet peut mener directement à une intrusion réelle. Donc, comment réagir face à cette menace? Donc, en fait, le moyen le plus simple, hein, c'est d'avertir, voilà, d'entraîner le plus simple, j'exagère parce que c'est pas du tout simple, c'est quelque chose qui se travaille à partir de processus, à partir de séminaires, à partir de mails, de formations, de sensibilisation. L'important, ce sera de permettre à vos employés de reconnaître les TTP, les techniques, les tactiques et les procédures des attaquants pour pouvoir plus facilement les déjouer. Et former ses employés régulièrement, donc pour qu'ils sachent vers qui aller en cas d'attaque d'ingénierie sociale, comment les reconnaître, garder la sécurité en tête et faire des simulations, simuler, pour que ça rentre vraiment dans la tête des employés et qu'ils se sentent impliqués. Donc notamment toutes nos simulations d'ingénierie sociale, généralement on va produire un rapport à la fin qui va donner les résultats. Ces rapports-là, on conseille à nos clients de les utiliser dans des séminaires et ils le font. On conseille de les utiliser pour impliquer les employés. Donc c'est comme une formation incendie. Un employé qui aura déjà vécu un incendie personnel ou professionnel va se sentir beaucoup plus impliqué lors d'une formation que quelqu'un qui considère le risque comme théorique. C'est exactement pareil avec une simulation d'ingénierie sociale. S'il s'est fait avoir lors d'une tentative de phishing, par exemple, ou lors d'une tentative de phishing téléphonique, il va se sentir beaucoup plus impliqué dans la formation et il va être un élément, il va écouter, il va être attentif et il va aussi disséminer et répondre à la bonne parole. Il y a aussi des moyens techniques, la configuration sécurisée de la passerelle du messager pour bloquer le maximum de tentatives de genre. Sachant que les attaquants maintenant utilisent aussi des moyens d'envoyer le mail qui sont difficilement bloquables. Voilà, si un attaquant utilise Gmail pour envoyer ses emails, on voit mal comment bloquer Gmail de la liste des expéditeurs. Durcissement des actifs informatiques et surtout supervision enregistrement. C'est difficile de lutter contre l'ingénierie sociale. De mon point de vue, le moyen le plus efficace de lutter, c'est de superviser ce qui se passe et de pouvoir identifier l'attaque le plus rapidement possible. Donc pour ça, les équipements sont IDS, IPS, Endpoint Security, antivirus, tout ce qui sera mécanisme de sandboxing des exécutables ou des macros, ça peut être très efficace pour éviter justement que les ransomware ou des exécutables lors de tentatives de spear phishing se répandent. Et pour la partie ransomware, mention spéciale pour
des mécanismes de sauvegarde, faire des backups, ça permet quand même de réduire les résultats des ransomware. Voilà. Mais globalement, en conclusion, et pourquoi l'ingénierie sociale a encore de longs jours devant elle, ça devient de plus en plus compliqué pour les attaquants de passer par le vecteur informatique en raison de nombreux mécanismes de sécurité et de niveau de maturité. En revanche, l'ingénierie sociale reste toujours sous-évaluée, surtout son niveau de danger, son niveau de risque. Et la psychologie humaine évolue difficilement et très lentement à travers le temps. Et donc, c'est plus compliqué à faire évoluer que le niveau de sécurité global. Et donc, le public commence à être sensibilisé. Il suffit toujours d'une personne sur qui l'ingénierie sociale réussit pour devenir le maillon faible, ce qui permet de casser le niveau de sécurité global. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez poser vos questions. Merci pour votre attention. Vous pouvez poser vos questions via l'interface du webinaire et donc je serai heureux d'y répondre.